Alors, quand j'ai reçu cette proposition d'intervenir dans un séminaire intitulé « La vie des œuvres », je me suis dit que, évidemment, j'allais le prendre sous l'angle qui, moi, m'intéresse et qui va peut-être vous paraître un peu particulier, puisque j'ai intitulé cette proposition « La vie axiologique des œuvres ». Alors, ne vous effrayez pas du mot axiologique, c'est l'adjectif qui a été construit à partir du grec axios, qui veut dire valeur, pour qu'on ait en français un adjectif qui signifie relatif aux valeurs, tout simplement. C'est juste qu'on n'a pas d'adjectif en français depuis le latin pour signifier ce qui a rapport aux valeurs. Donc, la vie axiologique des œuvres. Et donc, je vais essayer de vous expliquer ce que j'entends par là, en m'appuyant, bien sûr, sur mon dernier livre, Des valeurs, qui est ici, qui est sorti il y a un peu moins d'un an, qui est une tentative de proposer une approche proprement sociologique de la notion de valeur, en m'appuyant notamment sur des terrains qui me sont familiers, à savoir l'art et le patrimoine, mais sur d'autres terrains aussi. C'est une proposition qui vaut pour tous les types de valeurs. Donc, si je reviens à la question de l'art, puisque c'est quand même le thème essentiel du séminaire, vous savez peut-être qu'en sociologie de l'art, quand on parle d'art, on ne parle pas forcément des œuvres. Le propre de l'approche sociologique, c'est justement d'étendre la question des œuvres bien au-delà de ce sujet-là et de s'intéresser donc non seulement aux œuvres d'art, mais aussi à leur réception, toute la sociologie des publics de l'art notamment, mais aussi à la question du statut d'artiste, comment les représentations de ce qu'est un artiste, quel a été dans l'histoire, leur statut professionnel, juridique, etc., etc. Aussi, et on l'oublie trop souvent, le rôle des intermédiaires de l'art, qui sont essentiels dans le monde de l'art. Ce peut être les critiques d'art, les conservateurs, les galeristes, enfin tous ceux qui interviennent dans le processus qui permet à une œuvre de plastique, là je vais parler des œuvres plastiques, de sortir de l'atelier pour être exposée à un public, tout simplement. Et c'est ce rôle des intermédiaires que j'ai voulu mettre en évidence dans plusieurs de mes travaux, notamment sur l'art contemporain, et aussi dans un recueil d'articles, j'y pense parce qu'il est ici, qui s'intitule « Faire voir, l'art à l'épreuve de ses médiations », et qui envisage ce rôle fondamental des intermédiaires, et fondamental surtout en art contemporain, sous différents aspects, les discours que produisent les critiques d'art, la façon dont les conservateurs et les commissaires d'exposition pratiquent leur fonction, le rôle des intermédiaires privés que sont les galeristes, enfin voilà, toute la série des intermédiaires. Donc, les œuvres, la réception, le statut des artistes, rôle des intermédiaires, ce sont les 4 grands aspects de la sociologie de l'art. Et une des caractéristiques, disons, de mon travail dans ce domaine-là, comme je l'explique dans le petit livre de vulgarisation intitulé « La sociologie de l'art », qui est également sur la table, le propre, disons, de mon approche, c'est de penser que le sociologue n'est pas forcément le mieux placé pour parler des œuvres, et qu'il est beaucoup plus à son aise pour parler de la question de la réception, de la question du statut d'artiste et de la question du rôle des intermédiaires. J'ai, pour ma part, tendance à penser qu'une approche proprement sociologique des œuvres d'art n'est pas très pertinente, n'apprend pas forcément grand-chose, et que les historiens d'art, l'histoire sociale de l'art, les critiques d'art, éventuellement, sont beaucoup plus à leur place, en fait, pour nous parler de façon approfondie et pertinente des œuvres d'art. Et je me suis bien gardée, dans toute ma carrière, de proposer une quelconque analyse sociologique des œuvres. Lorsque j'ai produit une analyse des œuvres, il s'agissait en fait d'une analyse de la réception des œuvres. Et notamment dans mon premier livre sur l'art contemporain, Le triple jeu de l'art contemporain, qui est sorti, je crois, en 98 chez Minuit, il y a 3 parties, transgression, réaction, intégration, donc transgression sur ce que font les œuvres, réaction sur la façon dont les publics réagissent aux œuvres transgressives de l'art contemporain, et en général ils réagissent négativement en un premier temps, et intégration, troisièmement, c'est-à-dire la façon dont les intermédiaires de l'art
font en sorte d'élargir les frontières de ce qu'on considère comme de l'art pour pouvoir y intégrer, y inclure les propositions transgressives des artistes contemporains et du même coup élargir le domaine de l'art et faire en sorte que les œuvres d'art donc contemporains soient de plus en plus acceptées, ce qui est en fait le cas. Bon. Et donc, dans ce livre, toute la première partie, le tiers du livre, Transgression, était une analyse des œuvres elles-mêmes, mais du point de vue de ce qu'elles font aux acteurs, de ce qu'elles font au public, à savoir mettre en crise les catégories par lesquelles les gens discriminent entre ce qui doit être considéré comme étant de l'art et ce qui ne doit pas être considéré comme étant de l'art. C'est vraiment ce travail de transgression des frontières de l'art tel qu'il est conçu par le sens commun qui est, à mon avis, le fondement de l'art contemporain. Et donc, en décrivant, me semble-t-il, assez précisément un certain nombre d'œuvres, je les décrivais, mais uniquement du point de vue de leur capacité d'agir sur les catégories mentales des personnes. Et c'est là, me semble-t-il, qu'il y a une approche qui peut être dite proprement sociologique des œuvres. Mais je me suis par ailleurs bien gardée d'analyser les œuvres comme des reflets de société, enfin toute cette chose-là qui renvoie à une sociologie assez datée, à mon avis, et je m'en explique dans le petit livre « La sociologie de l'art ». Donc, faible pertinence, à mon avis, d'une sociologie des œuvres, donc que je pense le sociologue ferait mieux de remplacer par une sociologie du rapport aux œuvres. Sociologie de la perception esthétique, à quelles conditions un objet est-il appréhendé a priori avec les catégories de l'art, du beau, etc., donc de façon esthétique, ou, c'était l'objet d'un autre article que j'avais proposé, qu'est-ce qui fait que certaines personnes, face à une proposition artistique, vont regarder plutôt l'objet lui-même ou plutôt s'intéresser à l'artiste, à sa biographie, à ses motivations, à sa psychologie. Ce sont là deux entrées très différentes dans le monde de l'art. L'entrée que j'ai appelée opéraliste par les œuvres et l'entrée personnaliste par les personnes. Et cette tension est constante dans le monde de l'art et fait s'affronter notamment, disons, un public profane et un public savant pour aller très vite, mais je passe là-dessus. Mais voilà le type de propositions qui permettent, à mon avis, de parler sociologiquement des œuvres d'art, c'est-à-dire sociologiquement du rapport des gens à l'art. Alors, lorsqu'on s'intéresse dans ce rapport des gens à l'art à la question plus précise des valeurs qui sont investies sur l'art ou de la valeur qui est attribuée aux œuvres d'art, eh bien, on se retrouve dans une sociologie des valeurs appliquée au monde de l'art, et donc, pour résumer, une axiologie, axiologie des œuvres d'art, ce que je propose donc dans des valeurs. Et à partir de là, on peut commencer par s'intéresser à la façon concrète dont se produisent des phénomènes d'attribution de valeur aux œuvres d'art. Et ils se produisent par des opérations que vous connaissez très bien, qu'on appelle l'opinion, le jugement de valeur, le fait tout simplement de produire des énoncés du type « Oh, j'adore ce tableau »,« Oh, ce film est formidable », etc. Ou « Ça, c'est pas de l'art ». Enfin, vous voyez, ce type d'énoncés que nous produisons presque toujours lorsque nous sommes en présence d'une œuvre et qui font partie de notre activité familière de production de jugement de valeur. Bon, et ce sont ces pratiques familières que j'ai essayé d'analyser. Alors, donc, il y a toutes ces opinions qui, quelquefois, prennent la forme de jugement de valeur, au sens où on dit c'est une œuvre extrêmement originale. Bon, voilà, jugement de valeur, bon. Mais ça peut être simplement des jugements de goût. Ah, moi, ça me plaît. Ah, qu'est-ce que ça m'a plu, ce film. Bon, ça, on n'en fait rien du point de vue d'une sociologie des valeurs, parce que ça ne dit rien de plus que le rapport subjectif de la personne à l'œuvre. Ça m'a plu. Bon, pour avoir un jugement de valeur, il faut arriver à des énoncés un petit peu plus élaborés, dont le référent ne sera pas la personne, ça m'a plu, mais plutôt l'œuvre elle-même que l'on va essayer de qualifier par des jugements de valeur. Et puis, quand on est dans des contextes un peu plus contraints, un peu plus spécialisés, le jugement de valeur va prendre la forme non plus de cette opinion spontanée que n'importe qui peut être amené
à produire sans beaucoup de conséquences d'ailleurs, mais d'un jugement d'expertise. Et là, c'est très différent lorsque, par exemple, un expert des tableaux de Rembrandt, dans le cadre d'un comité d'attribution des tableaux, va dire, voilà, moi je considère que tel tableau est vraiment de la main de Rembrandt ou qu'au contraire, il s'agit simplement de son atelier. Bon. Et là, on va avoir un jugement d'expertise qui va être basé sur des ressources très spécialisées, très professionnelles, sur justement l'expertise accumulée par la personne, qui va être éventuellement attesté juridiquement par un certificat, qui va être signé de l'expert, qui va être soumis à l'avis d'autres experts. Donc, un jugement produit sous contrainte extrêmement forte, mais avec, en contrepartie, des effets également très forts. C'est-à-dire que selon que le tableau de Rembrandt va être désigné par l'expert comme étant ou pas de la main de Rembrandt, sa valeur va passer du simple au décuple. Bon, enfin, je dis n'importe quoi en termes de valeur, mais vous voyez bien que ça va avoir des effets économiques majeurs. Le tableau va être ou pas exposé par le musée dans ses salles ou bien gardé dans les réserves parce qu'on se dit que c'est juste un tableau d'atelier et pas de la main de Rembrandt. Vous voyez, donc ça aura des effets très forts. Voilà. Donc pour étudier les attributions de valeur, il faut vraiment commencer par s'interroger sur le statut de ces énoncés, de ces jugements de valeur, sur le contexte dans lequel ils sont produits, sur le type de contraintes auxquelles ils répondent, sur les ressources de ceux qui produisent ces jugements de valeur. Enfin, il y a toute une analyse qu'on appelle pragmatique, puisqu'il s'agit d'analyser des actions, et émettre un jugement de valeur est une action en situation réelle. Et c'est tout à fait passionnant, notamment en matière de sociologie de la décision. Moi, j'ai observé un grand nombre de commissions. Pour moi, c'est une des activités les plus passionnantes en sociologie. D'ailleurs, à la fin de Faire voir, je propose une petite postface qui s'intitule « Comment observer une commission » et qui est une sorte d'outil méthodologique, si vous voulez aller observer une commission, comment faire. C'est assez complexe à faire. Et donc, j'ai observé des comités de FRAC qui décident ou pas d'acheter une œuvre, des commissions régionales qui décident de subventionner ou pas tel artiste, des commissions du patrimoine qui décident ou pas d'inscrire tel bâtiment ou de le classer au titre des monuments historiques, des commissions du Centre national du livre qui attribuent des bourses aux écrivains, etc. etc. Bon. Et ce sont des dispositifs passionnants à observer parce que justement, on a là des gens qui émettent des jugements, oui, tel écrivain mérite d'avoir telle bourse, avec des effets concrets, immédiats, financiers, juridiques, etc., parce qu'ils sont en position d'expertise qui leur est donc reconnue par l'institution. Voilà donc la question de la matérialité, presque on pourrait dire, de la concrétude des actes énonciatifs par lesquels passe l'expression d'un jugement de valeur. Mais pour bien comprendre ce qui se passe dans ce cas-là, il faut aussi avoir en tête que le jugement qui passe par des mots, comme je viens de vous en parler, n'est qu'une des formes possibles d'attribution de valeur. Il y a aussi deux autres formes extrêmement familières et fondamentales, mais auxquelles on pense moins. L'une de ces trois formes, donc, parallèlement au jugement de valeur qui passe par des mots, c'est la mesure, qui se manifeste le plus souvent par un prix. On va attribuer une valeur mesurable à un objet, par exemple un prix, et on dira par exemple cette montre vaut tant, et ça va être le chiffre, va donner une mesure de la valeur estimée par la personne qui propose ce prix à ce moment-là, dans ce contexte-là. Bon. Le prix, la mesure ne prend pas forcément la forme d'un prix, ça peut être des symboles, par exemple les critiques de cinéma qui mettent 3 étoiles pour un film, qui est une façon de symboliser la mesure de la valeur de ce film à leurs yeux. Bon. Donc le prix, qui nous est extrêmement familier en matière d'attribution de valeur, puisque nous manipulons tous les jours de la monnaie, mais aussi, troisième forme d'attribution de valeur, l'attachement. Le fait que nous sommes très attachés à certains objets, plus qu'à d'autres, et que nous manifestons cet attachement, quelquefois par des mots,
mais aussi par des gestes, tout simplement. Hein, le fait de, surtout, il ne faut pas que j'oublie mon ordinateur ou mon téléphone portable, je suis très attachée. Hein, bon. Donc le soin que nous prenons à ne pas les perdre, à les entretenir, à les conserver, à les retrouver si nous les perdons, etc. Bon, voilà, il y a toutes sortes de conduites d'attachement qui sont aussi des manifestations plus ou moins explicites de la valeur que nous accordons à un objet. Voilà. Donc, attachement, mesure, jugement sont les 3 grandes formes d'attribution de valeur. Le problème de l'attachement pour les sociologues, c'est qu'il n'est pas facile à observer. Hein, c'est pas toujours très évident. Alors que le jugement de valeur, ce qui est bien, c'est qu'il suffit d'aller sur Internet et vous recueillez des paquets d'opinions. Hein. Il n'y a aucun problème pour en trouver. Il y a toutes sortes de circonstances où vous pouvez recueillir des jugements de valeur sous forme de mots que vous pouvez ensuite analyser. Vous pouvez faire des grands corpus, les passer par des logiciels d'analyse de données, de corpus, de récurrence sémantique, etc. Enfin, vous pouvez faire plein de choses avec les mots qui sont beaucoup plus faciles à manipuler d'un point de vue méthodologique que les gestes de l'attachement. Et quant à la mesure par les prix, elle est très intéressante à étudier, mais on va voir tout à l'heure qu'elle est extrêmement partielle pour comprendre ce qui se passe dans une attribution de valeur. Donc, 3 formes d'attribution de valeur, jugement, prix, attachement, mais il y a aussi différentes catégories d'objets d'attribution de valeur. Là, je viens de vous parler des choses. Hein. Les œuvres d'art sont des choses, hein, sont des choses matérielles. Un tableau, un livre, un film, tout ça peut se matérialiser. Et puis, n'importe quel objet du monde, cette table, etc., sont des choses qui peuvent faire l'objet de jugements. Elle est fonctionnelle, elle est moche, elle est... Bon, voilà, tout ce que vous pouvez. Les choses, donc. Mais les choses ne sont pas les seuls objets d'attribution de valeur. Nous savons tous que nous passons notre temps à évaluer des personnes. Oh, elle est super sympa, celle-là. Oh, lui, qu'est-ce qu'il est intelligent, ce mec. Oh, elle est belle, bon, etc., etc. Bon, on connaît tous, hein, on pratique tous hein, ces jugements sur les personnes. Bon. Il y a aussi des jugements, des objets de jugement. Alors, quand je dis objet, c'est pas chose. Hein. Objet, c'est au sens abstrait, la visée du jugement. Et quand il s'agit d'un objet matériel, concret, j'appelle ça une chose. Hein, donc, on s'entende sur le vocabulaire. Autre objet d'attribution de valeur, les actions. Ah, qu'est-ce qu'elle a eu raison de dire ça. Il est arrivé en retard. C'est un jugement sur l'action, vous voyez. Bon, voilà, etc. Bon, vous avez aussi toutes sortes d'actions qui sont jugées hein, quotidiennement, voilà. Et puis 4e objet d'attribution de valeur, ce que j'ai appelé les états du monde, qui sont des êtres abstraits, comme par exemple la paix ou la démocratie. On est très attaché à la paix, on est très attaché à la démocratie. On va dire que la démocratie, c'est absolument fondamental pour le vivre ensemble, etc. Voilà, tous les jugements de valeur que vous pourrez imaginer. Donc, chose, personne, action, état du monde sont les 4 grandes catégories d'objets d'attribution de valeur. La chose devient intéressante quand on s'amuse à croiser les formes d'attribution de valeur avec les objets d'attribution de valeur. Parce qu'on s'aperçoit que tous les objets d'attribution de valeur ne sont pas également accessibles à toutes les formes d'attribution de valeur. Par exemple, autant il est facile d'attribuer un prix, une mesure à une chose, hein, on passe notre temps à dire cette bouteille vaut tant, etc. Bon. Autant attribuer un prix à une personne, comme vous le savez, peut être problématique. Ça marche en cas d'esclavage, mais justement l'esclavage est devenu interdit. Ça marche éventuellement, mais avec énormément de réserves, lorsqu'il y a un accident mortel avec un procès et on propose aux parties civiles de les dédommager de la perte de leurs parents en attribuant un prix censé pouvoir compenser cette perte. Mais en général, il y a toujours quelqu'un pour dire « mais ce prix ne veut rien dire, pour moi ça n'a pas d'équivalent monétaire, c'est même scandaleux de prétendre attribuer un prix, etc. » Bon. Donc, en général, il est très mal, dans notre civilisation, l'attribution d'un prix à une personne est quelque chose de quasi impossible, en tout cas très mal vécu. Bon. Il est difficile aussi d'apprécier monétairement une action, hein, la même chose, et pareil pour un état du monde.
En revanche, l'attachement, c'est quelque chose qui marche pour les 4 objets, hein, que ce soit les états du monde, les actions, les personnes, les choses. Voilà, les 2 fonctionnent très très bien. On a aussi, même si on s'en tient aux choses, hein, des situations où attribuer un prix à une chose ne va pas de soi. Par exemple, ces objets particulièrement valorisés que sont les objets de patrimoine. Par exemple, un tableau de maître acquis par un musée, ou un château inscrit ou classé monument historique. Eh bien, justement, ces objets, ces choses les plus valorisées sont celles qui sont le moins susceptibles de faire l'objet d'une appréciation monétaire. On dira, la Joconde, c'est peut-être le plus beau tableau du monde, mais il n'a pas de prix, justement. Hein. Dès lors qu'une chose entre dans le patrimoine, elle échappe à l'appréciation monétaire. Pourquoi ? Parce que justement, le propre de l'objet de patrimoine est d'être considéré comme devant être non pas échangé comme un objet usuel, mais devant être conservé pour pouvoir être transmis aux générations futures, que ce soit du patrimoine familial ou du patrimoine national, voire planétaire, international. Et donc, du même coup, il y a une inaliénabilité des objets de patrimoine qui est inscrite dans la loi. Hein. En Europe, les conservateurs de musées n'ont pas le droit de revendre les œuvres qui sont dans la possession donc, du patrimoine national. Et du même coup, ça échappe à la circulation marchande et donc à l'appréciation monétaire, d'où impossibilité d'affecter un prix à une œuvre de patrimoine. Et c'est évidemment paradoxal parce que nous avons tendance à penser la question de la valeur des choses dans le cadre économique, du prix, hein, de combien ça vaut. Or, ce qui est paradoxal, c'est que plus les choses sont valorisées, moins elles sont susceptibles d'avoir un prix. Hein. Le patrimoine étant l'exemple type de cette question-là. Voilà, donc c'est très intéressant. Donc ça, j'en fais l'objet de tout un chapitre du livre, hein, des valeurs, cette question du lien possible, du croisement possible entre les formes d'attribution et les objets d'attribution de valeur. Il y a aussi des catégories d'objets qui ne sont pas inaliénables, mais insubstituables. C'est-à-dire que, alors, un objet inaliénable, c'est un objet qu'on ne peut pas échanger au sens où il ne peut pas passer d'une main à l'autre. Un objet insubstituable, c'est un objet qu'on ne peut pas échanger au sens où il ne peut pas être substitué à un autre objet. Par exemple, on ne peut pas substituer un tableau de Rembrandt à un autre tableau, hein, qu'il soit de Rembrandt ou pas. Chacun de ces tableaux a une singularité, hein, une unicité qui est garantie par le pédigré, la signature, il a été peint à tel moment, il a circulé de telle façon, etc., qui fait que ces objets sont insubstituables. Et j'ai mis en évidence qu'il y a 3 grandes catégories d'objets insubstituables ou de choses insubstituables. Il y a les œuvres d'art, hein, je viens d'en donner un exemple. Il y a les reliques, toute relique étant la trace d'une personne à qui elle a appartenu. Ça peut être un clou de la Sainte Croix, mais ça peut être aussi la robe de Marilyn Monroe mise aux enchères. Hein, bon. Donc les reliques sont insubstituables. Dès lors qu'elles ont été authentifiées, on ne peut pas remplacer le clou de la Sainte Croix par un clou quelconque, hein, ça ne marcherait pas. Bon. Et la robe de Marilyn, même si on la copie à l'identique, dès lors que cette copie n'aurait pas été portée par Marilyn, on ne pourra pas la substituer à la vraie robe de Marilyn. La copie fera quelques centaines maximum d'euros en salle des ventes. La robe de Marilyn a fait je ne sais plus combien de millions de dollars. Bon, voilà. Donc, insubstituabilité des œuvres d'art, des reliques et des fétiches. Les fétiches étant des objets qui sont considérés par les acteurs comme ayant une action possible. Hein. Le fétiche dans la culture vaudou va permettre de neutraliser les mauvaises ondes ou les mauvaises influences de telle ou telle personne. Ou alors, plus simplement, le doudou du bébé, hein, qui va le calmer. Hein, la peluche, son doudou, qui va avoir une action sur lui de le calmer, et auquel
le bébé sera énormément attaché, même s'il ne parle pas. Ses gestes vont montrer son attachement. Ce doudou n'a aucun prix sur le marché, sauf si ça devient un teddy bear vintage des années 50 qui fera l'objet d'une collection par un collectionneur qui adore les teddy bears des années 50. Il sera devenu vintage et à ce moment-là, il va récupérer une valeur marchande. Mais si c'est juste le doudou abîmé du bébé, il n'y aura pas de prix. Bon. Et pourtant, il a pour le bébé une valeur extraordinaire. Et il est insubstituable. Si vous essayez de remplacer le doudou par une autre peluche, ça ne marchera pas. Donc, fétiche, relique, œuvre d'art, 3 catégories d'objets insubstituables que j'ai appelés des objets personnes, au sens où ils ont la même propriété d'insubstituabilité que la personne humaine. Les personnes humaines aussi sont insubstituables et ils ont un lien avec cette notion de personne, soit qu'ils agissent comme une personne, soit qu'ils aient appartenu à une personne. Donc, vous voyez comment, lorsqu'on s'intéresse de près au statut des choses, on voit que la question de l'attribution de valeur ne va pas de soi et qu'il y a de grandes différences dans ces possibilités d'attribuer de la valeur. Et on voit bien aussi que, du même coup, que l'idée de réduire la notion de valeur à la notion de prix est une idée idiote, puisque le prix n'est qu'une des formes possibles, mais possible à certaines conditions et dans certaines circonstances d'attribution de valeur. Donc voilà, je propose évidemment d'ouvrir la question du prix à la question plus générale de la valeur. Et du même coup, se pose la question, qu'est-ce que signifie le mot valeur ? Parce que c'est bien joli, j'ai parlé de valeur depuis un petit moment, mais je ne vous ai pas défini ce que c'est. En travaillant cette question, je me suis rendu compte que lorsqu'on voit utiliser le mot valeur, on le voit utiliser en fait sous 3 acceptions différentes. Il y a en fait 3 définitions, plus ou moins standardisées, plus ou moins explicites, mais en tout cas que l'on peut inférer à partir des usages effectifs du mot valeur. Donc le premier sens du mot valeur, c'est ce que j'ai appelé la valeur grandeur, c'est-à-dire l'importance que l'on accorde à une chose, à un objet, la valeur d'une montre, la valeur d'une action, la valeur d'une personne, etc. Qu'est-ce que ça vaut, Bon, c'est le sens le plus familier, la grandeur. Mais il y a un deuxième sens qui est l'état d'un objet auquel a été affectée de la valeur au premier sens. Cet objet devient une valeur au sens de bien. Par exemple, en termes bancaires, une obligation, une action, un chèque sont des valeurs bancaires. Dans un patrimoine, un bijou de prix est une valeur. On appelle ça une valeur au sens notarial, puisque dès lors qu'on le mettra sur le marché, il rapportera de l'argent. Et donc, ces valeurs objets, ce qu'on appelle la valeur objet, c'est-à-dire ces biens, peuvent être des biens concrets, une montre, un bijou, etc. Mais ça peut être aussi des biens abstraits. Par exemple, j'ai cité tout à l'heure la paix, c'est un bien abstrait, ou le travail. Voilà, il y a toutes sortes d'objets auxquels nous attribuons de la valeur, et une fois que de la valeur leur a été attribuée, deviennent des biens, c'est-à-dire des choses dotées de valeur. Voilà. Et puis le troisième sens du mot valeur, après la valeur grandeur et la valeur objet, c'est ce que j'appelle la valeur principe, à savoir les principes au nom desquels nous attribuons de la valeur au premier sens à des objets qui du même coup deviennent des valeurs au deuxième sens. Et ces principes, vous les connaissez tous, l'honnêteté, la moralité, la liberté, la solidarité, etc., etc. Enfin, on va en voir beaucoup d'autres, qui sont donc ces grands principes qui vont nous permettre de nous accorder sur la valeur qu'il convient d'accorder à tel ou tel objet qui, du même coup, deviendra un bien. Donc, deuxième sens du mot valeur. Voilà donc les 3 grands sens du mot valeur, grandeur, objet et principe. C'est évidemment évidemment pour moi, cette troisième catégorie qui m'intéresse. Ce sont les valeurs principes. Ce qui m'a passionnée depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé à travailler sur la corrida, puis sur les rejets de l'art contemporain, ce sont les conflits de valeurs, les conflits de principes au nom desquels nous décidons d'accorder ou pas de la valeur à tel ou tel objet ou à telle ou telle chose. Et en y travaillant, j'ai reconstitué par induction, c'est-à-dire en
partant de l'enquête empirique, en partant de la concrétude des situations pour en dégager les principes sous-jacents, j'ai donc essayé de reconstituer ce que j'ai appelé une grammaire axiologique, c'est-à-dire le fonctionnement de notre rapport aux valeurs et la façon dont nous pouvons émettre des propositions en forme de jugement de valeur qui soient considérées comme acceptables par nos proches, ce qui ne veut pas dire forcément qu'ils seront d'accord avec nous, mais qu'au moins, ils jugeront que c'est un jugement pas complètement fou. Voilà. Et donc, cette grammaire axiologique, elle fonctionne d'une façon assez, me semble-t-il, descriptible, assez organisée. Et je m'en suis aperçue en fait en travaillant avec des chercheurs de l'inventaire du patrimoine. Donc j'ai fait toute une enquête dont j'ai restitué l'essentiel dans un livre qui s'appelle « La fabrique du patrimoine », où j'ai observé comment des historiens d'art chargés de repérer ou de sélectionner des bâtiments ou des objets qui leur paraissent dignes d'entrer dans le patrimoine national, alors soit y entrer concrètement en étant protégés au titre des monuments historiques, mais soit plus généralement d'y entrer abstraitement en étant simplement étudiés comme objets de patrimoine, avec des photos, des descriptions, des typologies, etc. Bon. Donc comment ces chercheurs, ces historiens d'art, ces spécialistes s'y prennent pour, face à un bâtiment par exemple, pour décider s'il mérite ou pas d'être patrimonialisé. Bon. Et donc, je les ai accompagnés sur le terrain. Ils parcourent toute la France, ils voient tout. Et dans tout ce qu'ils voient, ils se retrouvent face à une ferme, un bâtiment quelconque, et ils essayent de voir ce qu'ils ont sous les yeux et qu'est-ce qu'ils vont en faire. Et là, il y a une première étape qui consiste à repérer dans l'objet des propriétés de l'objet sur lesquelles leur perception va pouvoir se caler, qui vont pour eux être des propriétés pertinentes. Bon. Ça peut être par exemple la forme d'une fenêtre. Et là, ils vont regarder la forme de la fenêtre. Et sur ce que j'ai appelé une prise, enfin je ne suis pas la seule, il y a toute une sociologie des prises, etc. Je vous passe là-dessus. Si ça vous intéresse, vous aurez ça dans le livre. Mais on appelle ça une prise. En quoi l'objet donne prise à une perception. Bon. Sur ces prises vont se projeter des critères qui sont donc les propriétés qui, pour l'évaluateur, est jugée intéressante ou pertinente. Alors par exemple, le critère de symétrie. Est-ce que la forme de cette fenêtre est symétrique ? Et le critère de symétrie va être un critère positif si on estime que la symétrie est une qualité esthétique ou si elle nous permet de dater l'âge de la maison et du coup de statuer sur son ancienneté. Et donc on a ces critères en assez grand nombre qui vont permettre de qualifier au sens à la fois de catégoriser et d'évaluer l'objet en question, de dire par exemple, voilà, c'est une ferme du XVIIe siècle, qualification par la typologie et par l'époque. Et à partir de là, on peut reconstituer les valeurs sous-jacentes, les principes axiologiques au troisième sens du mot valeur, qui vont leur permettre de justifier qu'ils prennent ou pas cet objet dans le corpus, qu'il l'intègre ou pas au corpus du patrimoine. Cette valeur, ça peut être l'ancienneté, on vient de le voir. Il y en a d'autres, on va en parler. Mais en tout cas, cette valeur sous-jacente de l'ancienneté est repérée grâce à ce critère ici, qui est par exemple la forme de la fenêtre, mais ça peut être évidemment le matériau, enfin toutes sortes d'autres critères. Plutôt le critère de la symétrie, ou le critère de l'apparence du matériau, qui lui-même va renvoyer à la prise, qui est la forme, la matière, l'objet lui-même. Bon. Et on voit bien d'ailleurs comment, dans ce passage quasi inconscient, il faut vraiment, pour que ça devienne conscient, qu'il y ait un conflit et qu'ils discutent entre eux et qui disent mais non, t'as pas vu, là, regarde comme il est, non, tu vois bien que c'est de telle époque. Donc il faut vraiment qu'il y ait une discussion, un conflit pour que s'explicite
ces critères et ces prises. Sinon, ça se fait tout seul, ça se fait quasiment inconsciemment. C'est ce qu'on appelle l'œil de l'expert. Hein. L'œil, c'est vraiment l'incorporation, l'intériorisation de ce savoir-faire, de ce savoir regarder qu'acquièrent des experts à force hein, de faire leur travail. Bon. Et donc, on voit comment s'organise d'un grand nombre de prises qui sont vraiment dans les objets jusqu'à un nombre beaucoup moins grand de valeurs en passant par les critères, ce travail d'évaluation et d'évaluation consensuelle qui va aboutir à un corpus relativement accepté comme tel par tous les spécialistes. Bon. Et on voit du même coup comment le jugement de valeur est une sorte de processus continu entre l'objectivité de la chose, au sens de ses propriétés objectables, hein, en tant qu'objet, les prises, jusqu'à, je ne dirais pas la subjectivité, parce que, en fait, ce sont des représentations partagées, mais jusqu'aux représentations, justement, qui sont inscrites dans les habitudes, les routines, le savoir-faire, la culture des personnes. Hein. Et on a donc une sorte de processus continu entre les deux. Alors, muni de cette armature, là je vous ai fait un petit peu l'armature hein, de ce que c'est qu'une sociologie des valeurs, bon, eh bien on peut maintenant s'intéresser à l'axiologie des œuvres d'art et on peut se demander quelles sont les valeurs au troisième sens, quels sont les principes axiologiques, les principes de jugement, les principes de valorisation qui sont jugés globalement, en général, comme pertinents pour évaluer des œuvres d'art. Et c'est ça qui va être l'axiologie de l'œuvre d'art. Ce sont donc ces valeurs dont on peut faire, dans chaque cas, une sorte de portrait. Alors maintenant, je vais me livrer à un exercice beaucoup plus compliqué qui est celui de vous faire parler. Quelles sont, d'après vous, est-ce que vous avez quelques idées de valeurs, au sens de principe, hein, un peu comme l'ancienneté, que je viens de vous mentionner à propos du patrimoine, qui sont utilisées communément pour juger des œuvres d'art. Je suppose que vous avez quelques idées quand même. Juste une ? Non, mais vraiment, une valeur, quand on dit, mais enfin, pour toi, ça... J'essaye de ne pas prononcer de mots valeur pour pas vous... Non, mais prenons l'exemple de l'ancienneté. Pour toi, vraiment, l'ancienneté, c'est quelque chose qui compte. Vous voyez ? Voilà. Donc, pour toi, telle valeur, c'est quelque chose qui compte face à une œuvre d'art. Alors, ne me proposez pas l'ancienneté parce que... OK, mais d'autres ? Oui ? Oui, mais ça, le rattachement à des courants, je ne dirais pas qu'on est dans un principe axiologique ou une valeur, on est dans une forme de qualification par la description et l'interprétation, hein, qui va être de dire, oui, alors ça, c'est le cubisme, par exemple. Là, on est encore dans un moment qui est celui de la description, tout simplement, et de la description par l'inscription dans une catégorie. Mais ça ne produit pas un jugement de valeur au sens où c'est pas parce que c'est cubiste que c'est bien ou c'est pas bien. Qu'on le prendra ou qu'on ne le prendra pas, qu'on le valorisera ou pas. En musique, on fixe peut-être comme ça, parce que c'est quand même, c'est ceci ou c'est cela, on va donner un jugement de valeur avant. Alors, parce que certaines catégories sont porteuses de valorisation ou de dévalorisation. Mais si vous demandez à quelqu'un, mais pourquoi le punk, c'est pas bien à tes yeux, ben, il sera obligé de vous sortir une valeur. Parce que c'est pas harmonieux, parce que... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. Il y avait une autre... Ouais. Donnez-moi un exemple. Moi, je voudrais un exemple pris à ce que vous racontez entre vous quand vous allez au musée, par exemple, et que vous êtes face à une œuvre et que vous n'êtes pas d'accord sur la question de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc, bien est un terme extrêmement générique. Qu'est-ce que vous allez prononcer comme phrase, par exemple ? Il y avait une proposition là. Ouais, mais est-ce que ça vous arrive souvent d'être devant une œuvre d'art et de dire à votre copine « Oh, ça me procure une grande force émotionnelle ». Non. Donc, je voudrais des exemples concrets, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, d'accord. Alors, la capacité de toucher, ouais, ça m'émeut, on pourrait dire. D'accord ? Ouais.
D'accord. D'autres? La performance esthétique, comme la figure de la main. Bon, je trouve ça chez Arras, par exemple, la figure de la main, le détail, comment on peut reproduire une main. Vous voulez dire la performance consistant à être capable de reproduire. D'accord. On dirait la technique, ça vous va? Ouais, d'accord. L'habileté technique? L'habileté. Ok. Bon, là, ça ressemble. Regarde comme c'est extraordinairement bien peint. Quelle habileté pour. On est d'accord? Là, on est vraiment dans quelque chose qui porte un jugement de valeur. Je suis d'accord aussi pour la force émotionnelle, mais la force émotionnelle, vous remarquez qu'elle fait référence non pas à l'objet, mais à son action sur vous. On est plus dans un jugement de goût ou de sensation que dans un jugement qui va porter sur l'œuvre elle-même. Il faudra que quelqu'un vous dise, mais qu'est-ce qui dans l'œuvre provoque cette force émotionnelle pour que vous puissiez remonter un jugement sur la valeur de l'œuvre en question. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. D'autres propositions? La valeur? Ouais, mais donnez-moi des exemples. Plus fort. Ouais. C'était l'année dernière et en fait c'était des récits de voyage avec des photographies, des ethnologies, des tribus africaines. D'accord. Et donc par exemple vous disiez j'ai appris plein de choses. D'accord? Ça marche? Ok. D'autres propositions? Ouais. Ouais. De l'artiste? Ouais. D'accord. Ok. Bon, c'est bon. D'autres encore? Et alors, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui motive une valorisation ou une dévalorisation? Souvent dans les expos pour le même artiste, quand il va produire des petites œuvres ou des grandes œuvres, les petites seront moins chères que les grandes. D'accord. C'est en effet un critère. Je ne dirais pas que c'est une valeur. Je dirais que c'est un critère au sens où c'est quelque chose qui peut se mesurer objectivement et qui... pourquoi est-ce que c'est un critère et pas une valeur? Je vais y réfléchir, c'est très intéressant comme cas. Vous savez que en matière de peinture, on a des standards qui font correspondre ce qu'on appelle les points, c'est-à-dire la surface de l'œuvre avec un certain prix. Et que traditionnellement, plus il y a de points, plus c'est cher. Mais ça ne vaut que pour certaines œuvres, parce que quand les œuvres sortent de ces standards et deviennent des œuvres hors du commun, la question de la superficie, enfin de la taille, ne joue plus du tout. Donc c'est un critère assez compliqué. Ça peut être l'inverse aussi. Oui, tout. Voilà. Voilà. D'accord. Comment? Oui, alors là on rejoint la notoriété, qui ne sera pas celle de l'artiste mais du collectionneur. D'accord. Oui. Ouais. D'accord. Originalité, singularité. En effet, c'est quelque chose. Ça vous paraît normal d'être face à une œuvre et de dire mais c'est incroyable parce que c'est original cette œuvre. D'accord. C'est un énoncé normal au sens où personne vous dira t'es complètement folle. Bon, d'accord. Quelqu'un pourra vous contredire en disant mais non, c'est pas original. Tu vois bien qu'un tel l'a déjà fait. Mais le jugement vous paraîtra bien formé. On est d'accord, voilà. Donc, originalité, singularité. Bon, moi, je suis assez étonnée quand même que... Oui. Harmonie. Alors, harmonie, moi, je dirais plutôt... Alors, c'est compliqué, mais que c'est plutôt un critère, parce que c'est plutôt un critère de beauté, en fait. Non? Vous diriez pas ça? Bon, et du coup, j'étais un peu étonnée que personne ne parle de la beauté, qui est quand même en matière d'œuvre d'art quelque chose qui est assez commun, vous voyez. Si vous dites face à une œuvre, qu'est-ce que c'est beau, personne vous trouvera cinglé, quoi. Tout à fait. Oui, non, mais je dis... D'accord. Absolument. Mais ce que je cherchais, c'était des formulations, des énoncés qui renvoient à des principes, à des valeurs, quoi. Tout à fait. Oui, vous avez encore quelqu'un au fond? Ça aurait été certainement dans le critère, mais le matériel utilisé, s'il est riche ou... Oui. Et là, je pense aussi qu'on est plutôt dans des critères, c'est-à-dire dans des propriétés de l'objet qui sont descriptibles, qui ne relèvent pas d'une représentation générale, d'un principe général que l'on projette sur l'objet, mais d'une description qui peut être éventuellement contestée par une autre mesure, ou dire par exemple, non mais c'est pas de l'huile, c'est du pastel, vous voyez ce que je veux dire. Donc avec le critère, c'est-à-dire la propriété qui permet de choisir, on est dans des
dans des entités beaucoup plus concrètes, en fait, que le principe général au nom duquel le fait, par exemple, la peinture à l'huile, c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Eh ben, on a ici deux valeurs sous-jacentes, on a deux critères, peinture à l'huile, peinture à l'eau, et on a deux valeurs sous-jacentes, difficulté, c'est-à-dire technicité, et beauté. On est d'accord? Vous voyez comment, à partir d'énoncés tout simples, on peut reconstituer cette grammaire. La qualité artisanale du travail. Je pense au manège de Petite Pierre, puisque Oui. on en a parlé la semaine dernière, mais la qualité du travail qui est fait, qui n'est pas forcément beau, mais qui a du sens. Alors, qualité artisanale du travail, c'est... Comme un artisan. Voilà, et c'est quelque chose, alors si on déploie ce qui est sous-entendu dans qualité artisanale du travail, je pense qu'on a deux choses. On a d'une part l'habileté, c'est la technicité dont on parlait tout à l'heure, et on a aussi quelque chose qui est très ambigu, qui est le travail, on est d'accord? Et le travail, c'est un terme très intéressant parce que selon les contextes, il peut être placé soit en position de valeur au deuxième sens du terme, c'est-à-dire de bien, soit en position de valeur au troisième sens du terme, c'est-à-dire de principe d'évaluation. Par exemple, si je dis « Ah, c'est formidable, il a enfin trouvé du travail », le travail est au deuxième sens, c'est-à-dire c'est un bien. En revanche, si je dis « Ah, ce tableau est vraiment bien parce qu'au moins il y a du travail là-dedans », eh bien le travail va être en position de valeur au troisième sens du terme, c'est-à-dire de principes au nom desquels nous accordons de la valeur à ce tableau. D'accord ? Et quand on parle de qualité artisanale, en fait, c'est un mélange entre l'habileté technique et le travail, je crois. On est d'accord ? Voilà, tout à fait. Ça va ? On commence à voir... Oui ? C'est scandaleux, par exemple, de présenter des petits cochons empaillés avec des tatouages. Oui. C'est aussi une valeur. Ah bah, ça, tout dépend comment vous le formulez, mais si vous le formulez en disant « c'est scandaleux », je vais vous demander, parce que scandaleux est une réaction d'indignation. Alors, je n'ai pas développé ça, mais je le développe dans le livre. Les émotions, et notamment l'émotion d'indignation, sont très souvent des indicateurs que des valeurs ont été transgressées aux yeux de la personne. Et quand on dit c'est scandaleux, c'est en général qu'on s'indigne de la transgression d'une valeur. Et donc... scandaleux dit ça, mais ne dit pas beaucoup plus. Et si on veut faire développer, alors à ce moment-là, je vous demanderai, mais en quoi tu trouves ça scandaleux ? Et soit vous me répondrez parce que pour moi, ça n'est pas de l'art, soit vous répondrez parce que c'est moralement inadmissible d'utiliser un être souffrant, sensible, pour l'instrumentaliser, etc. Bon, en gros, c'est ça. Donc, dans le premier cas, on aura une valeur esthétique. Dans le second, une valeur éthique. Et les deux sont... encapsulées, si on peut dire, sont conjointes dans l'expression d'indignation. C'est scandaleux. Et d'ailleurs, le fait que ce type de proposition suscite autant d'indignation, c'est que précisément, elle transgresse deux grandes catégories de valeurs fondamentales, en tout cas en matière d'art, qui sont l'esthétique et l'éthique. On est d'accord ? Ça marche ? Oui ? Est-ce qu'il existe des valeurs par anticipation ? Je veux parler par exemple des expositions qui ont lieu dans les grands musées, qui sont pleins. Il y a des queues de Oui. plusieurs mètres, alors que ces mêmes œuvres, par contre, elles sont exposées ailleurs, dans un endroit un petit peu plus on les voit moins, on y va moins. Alors ça, on est plutôt dans quelque chose qui est que ce ne sont pas tant les œuvres qui sont l'objet de l'attachement, c'est l'événement. C'est le caractère événementiel du fait qu'un grand nombre d'œuvres sont exposées dans un temps restreint, dans un seul endroit. Et là, évidemment, cette restriction de l'espace et du temps crée un effet événementiel qui va attirer des tas de gens. Voilà. Moi, je dirais ça comme ça. Et du coup, l'objet n'est plus les œuvres, c'est la proposition d'exposition. C'est l'exposition elle-même. Oui, alors ça dépend si les personnes le prennent en compte. Si les acteurs disent « Ah, j'adore Cézanne, mais franchement, cette exposition, qu'est-ce qu'elle est mal présentée ?» À ce moment-là, l'objet du jugement sera non plus les œuvres de Cézanne, mais l'œuvre de l'esprit que constitue l'exposition par un commissaire. Et du même coup, le jugement de valeur portera sur l'exposition elle-même. D'accord ? Ça y est, j'y vais. Vous avez proposé un certain nombre de... Sauf si d'autres veulent proposer d'autres valeurs. Vous en avez raté un certain nombre, mais vous en avez donné quelques-unes, donc ça va. Bon, alors, écoutez, je vais commencer par celle qui, quand même, dans la culture occidentale moderne, me paraît
une valeur assez fondamentale en termes d'œuvre d'art, à savoir la beauté, non ? Enfin, bon, même si on va le voir, elle est relativisable. Alors, quand je fais un portrait de valeur, je commence à me demander quels sont les énoncés types, ce que j'ai essayé de vous faire produire, hein, les exemples de phrases qu'on peut prononcer en situation. Par exemple, oh, c'est beau, c'est magnifique, c'est splendide, etc. C'est harmonieux, bon, voilà. Alors, les valeurs associées à la valeur de beauté sont le bon goût, le sublime, l'harmonie, l'art, l'art en tant que principe. Ah, quel art, bon, voilà. Donc, après les énoncés types et les valeurs associées, je me demande quelle est la dévalorisation qui correspond à cette valeur. C'est souvent par le négatif qu'on obtient le positif. Alors, par exemple, la dévalorisation correspondante à la valeur de beauté, c'est-à-dire l'opposé de la valeur de beauté, ça va être la laideur. C'est moche, c'est très laid, c'est aussi des choses que vous pouvez entendre dans les musées. Bon. Autre façon de décrire une valeur, qu'est-ce qu'elle devient à l'état d'antivaleur, c'est-à-dire lorsque cette valeur devient négative, lorsque, par exemple, la beauté devient un facteur de dévalorisation. C'est pas donc l'opposé de la beauté, c'est lorsque la beauté devient dévalorisante. Ça arrive. Eh bien, c'est lorsque la beauté devient superficialité, esthétisme, tendance au décoratif. Par exemple, lorsque un expert en art contemporain, dans une commission d'achat de frac que j'avais observée, voit passer une œuvre que l'on propose à l'achat et dit « Ah, ça c'est joli, on ne le prend pas ». Bon, voilà. Donc là, on voit bien comment, en art contemporain, la beauté est devenue une valeur soit non pertinente, soit une antivaleur. Bon. Donc voilà comment on peut décrire. Alors, on connaît bien la variabilité historique des critères de beauté. Par exemple, selon les époques, on a aimé les femmes grosses ou minces, on a aimé le réalisme ou l'idéalisme en art, etc., etc. Bon. Mais ce qui est moins connu, et ce qui, moi, m'intéresse, c'est la variabilité historique de la valeur même de beauté. À quel moment, dans quel contexte, pour quel type de personnes, à propos de quels objets, la valeur de beauté va être sollicitée. Et ça, c'est extrêmement variable. Et plus précisément, ce qui est variable, c'est sa vulnérabilité au contexte, puisque selon les contextes, la valeur de beauté va être jugée plus ou moins pertinente. J'adore prendre l'exemple de la beauté des personnes par opposition à la beauté des choses. Qualifier une chose en termes de beauté n'a jamais fait de mal à quiconque. Sauf si le problème, c'est de savoir si le bâtiment va s'écraser ou pas. Et à ce moment-là, la question de savoir s'il est beau ou pas devient secondaire. Mais bon. Mais par exemple, pour ce qui est de la beauté des personnes, on est dans une grammaire extrêmement subtile que vous maîtrisez parfaitement, mais dont vous n'avez pas forcément le principe, qui est que dans un contexte privé, vous êtes parfaitement autorisé à tenir un propos sur la beauté des personnes qui passent. Ah oui, elle est jolie celle-là, qu'est-ce qu'elle est mignonne, ou lui, oh, il est beau ce mec. Bon. En revanche, si c'est dans un contexte professionnel, par exemple le recrutement d'un responsable du personnel, dans une entreprise, et qu'il y a un comité de recrutement, si les membres de ce comité de recrutement font une remarque, surtout en la présence de la personne sur le thème « Ah, elle présente drôlement bien celle-là, qu'est-ce qu'elle est mignonne », on la prend. Ou alors, non, vraiment... Bon, ça va être considéré comme une forme de non-professionnalisme ou de goujaterie, enfin, ça va être très, très mal perçu. Bon. Donc, on voit comment, selon les contextes, la beauté peut être une valeur ou une non-valeur, pour le coup. Ce qui n'empêchera pas éventuellement les membres de la commission, à la cantine, au déjeuner après, de dire ouais, on l'a pas recrutée, mais elle était mignonne quand même. Bon, voilà. Et personne ne lui jettera son plateau au visage parce que c'est un contexte privé. Si, dans le cas d'une mère de famille qui recrute une babysitter, la beauté de la babysitter peut devenir une antivaleur. Elle veut dire, oh non, celle-là, elle est beaucoup trop mignonne, ne prenons pas de risque, on ne la prend pas. Bon, voyez. Donc, comment, selon les circonstances, la pertinence de la valeur de beauté est très variable, selon les objets auxquels elle s'applique, selon les contextes dans lesquels elle s'applique.
Voilà, et si on applique cette question au domaine de l'art, eh ben on voit bien que dans ce que j'ai appelé le paradigme classique, je vous fais pas la différence des 3 paradigmes classiques, modernes, contemporains, c'est dans le paradigme de l'art contemporain, sinon on n'en sortirait pas. Dans le paradigme classique, la beauté des œuvres d'art est évidemment une valeur fondamentale. Dans le paradigme moderne, elle est importante, mais à condition d'être associée à une autre valeur que vous ne m'avez pas citée d'ailleurs, mais on va y venir, qui est l'authenticité. Et c'est-à-dire en art moderne, l'intériorité, l'idée que en art moderne, l'œuvre d'art doit exprimer l'intériorité de l'artiste, qui est une forme de l'authenticité. Je vais y revenir. Et c'est ça qui est fondamental pour l'art moderne, plus que la beauté. Et en revanche, en art contemporain, non seulement ça n'est plus une valeur, mais c'est même quelquefois une anti-valeur, comme je viens de vous le dire. Et en art contemporain, de toute autre valeur sont sollicitées. J'y reviendrai. Et maintenant, justement, l'authenticité, que vous ne m'avez pas citée, mais qui est une valeur fondamentale dans la vie axiologique des œuvres. Alors, quels sont les énoncés types? À quoi est-ce qu'on repère la mise en œuvre de la valeur d'authenticité? Par exemple, cette œuvre a été authentifiée. Bon, là, ça marche bien. On peut aussi parler de la démarche de l'artiste. C'est une démarche très authentique. Voilà. On peut aussi, pour les spécialistes du patrimoine, parler d'une maison dans son jus. Quand j'ai suivi sur le terrain les historiens d'art qui font le patrimoine, ils disaient jamais « ça, c'est un moulin authentique ». Ils disaient « ah, qu'est-ce qu'il est bien dans son jus ». Ça veut dire qu'il n'a pas bougé, quoi. Bon. Etc. Alors, les valeurs associées à l'authenticité sont l'intégrité, l'intériorité, quand il s'agit de la psychologie des personnes, la pureté, la transparence. Alors, en gros, l'authenticité, c'est tout simplement l'intégrité du lien entre l'état actuel de l'objet et son état d'origine. Si ce lien n'a pas bougé, c'est que l'objet est authentique. Ça peut être un lien matériel, c'est-à-dire que, par exemple, un tableau qui n'a pas été modifié, ou qui n'est pas un faux parce que la signature correspond bien à la main de l'artiste, mais ça peut être aussi un lien d'imputation d'une intentionnalité. Par exemple, un artiste authentique, c'est un artiste qui travaille pour l'amour de l'art et pas pour gagner de l'argent. D'ailleurs, les critiques actuelles de Jeff Koons utilisent très souvent l'argument du cynisme ou de la quête de notoriété ou d'argent pour dévaloriser, au nom de l'absence d'authenticité, son œuvre. Non pas qu'elle ne serait pas authentique au sens matériel de l'authentification, qu'elle ne serait pas de sa main, encore que, mais au sens psychologique, des intentions qui président à la création. Donc, on a vu les valeurs associées. Les dévalorisations correspondantes, l'inauthentique, le faux, le dénaturé, le transformé, l'emprunté, le copié, le pastiché, l'impur, le contaminé, le duplice, le malhonnête, l'intéressé. Enfin, vous avez vraiment une gamme très large de disqualifications au nom de l'authenticité. Et l'antivaleur de l'authenticité, lorsque l'authenticité devient négative, ça peut être la naïveté, l'intégrisme, le purisme. Par exemple, les artistes d'art brut sont considérés comme très authentiques, mais par certains comme des artistes naïfs. Voilà, et ça dévalorise la chose. Bon. Voilà. Et donc, valeur fondamentale dans le monde de l'art, que ce soit, encore une fois, pour l'authentification de la main de l'artiste ou pour la valorisation de l'intention qui préside à la création. Alors, autre valeur que vous n'avez pas citée, mais qui est très importante, notamment en art contemporain, je l'ai appelé, bien que ce ne soit pas très joli, la significativité, autrement dit le sens, c'est-à-dire le fait de pouvoir imputer une signification à une œuvre. Et c'est très important quand on dit le sens de cette œuvre, ce qu'elle signifie. Elle peut s'interpréter comme une critique de notre société actuelle. Les intentions de l'auteur, quelles sont ses intentions, le sens caché. La signification profonde, tout ça, c'est un vocabulaire de la signification. Alors, les valeurs associées à la significativité sont la représentativité, la transcendance éventuellement, la conceptualisation, le mystère.
Les dévalorisations correspondantes sont l'insignifiance, le manque de sens, l'absurde, le trivial, le non représentatif. Et les antivaleurs de l'authenticité peuvent être éventuellement, de la significativité, pardon, peuvent être éventuellement l'intellectualisme, le conceptualisme, le coupage de cheveux en quatre. Hein, on connaît ça très bien. Hein, voilà. Alors, évidemment, c'est une valeur très fortement liée aux productions humaines. Hein, et c'est ce que j'appelle le modèle herméneutique qui est très présent dans l'art contemporain. Si vous regardez attentivement les critiques de l'art contemporain, vous verrez que presque toutes, quasiment toutes, passent toujours par une imputation de sens. Hein. Cette œuvre nous éclaire sur notre condition actuelle, met en question notre... etc. etc. Bon. Et c'est devenu une valeur centrale dans le paradigme contemporain, alors qu'elle est assez peu présente dans le paradigme moderne et n'est présente dans le paradigme classique qu'à propos de l'allégorie, hein, ou éventuellement de la peinture d'histoire. Vous n'avez pas non plus mentionné une valeur qui est quand même assez fréquente dans la vie axiologique des œuvres, la valeur de plaisir. Hein. Ça m'a plu, ça m'a transporté, j'adore ces couleurs. Bon, ce que vous avez dit sur la force émotionnelle peut renvoyer à cette question du plaisir, de la sensation, de ce qu'on éprouve face à une œuvre. Alors, donc, les valeurs associées sont le bon, la délectation, la sensualité, la gourmandise, l'érotisme, hein, toutes ces valeurs liées au sens de la sensualité et non pas de la signification. Les dévalorisations correspondantes sont le déplaisir, le dégoût, Et les antivaleurs sont la superficialité, l'hédonisme, le sensualisme. Hein. Donc le plaisir joue bien sûr un rôle important dans le rapport à l'art, mais pour certains, ça n'est évidemment pas l'alpha et l'oméga de ce que doit être l'effet d'une œuvre. Il y a toutes sortes de théories esthétiques qui s'approchent plus ou moins, hein, ou qui intègrent plus ou moins cette valeur de plaisir. Une autre valeur qui a été mentionnée, cette fois-ci, de façon un peu indirecte, c'est la valeur de vérité, qui est une valeur reine dans le monde scientifique, mais qui peut aussi trouver sa place en art. Par exemple, oh, quelle ressemblance! Ou alors, c'est une œuvre qui nous fait connaître telle ou telle culture, qui nous fait comprendre... un artiste qui cherche la vérité en art, hein, c'est une phrase aussi qu'on trouve chez des critiques d'art, ou un film totalement véridique. Hein. Cette idée que l'œuvre nous transporte une vérité du monde. Bon. Alors, les valeurs associées sont le savoir, la connaissance, l'accès à la réalité. Les dévalorisations sont la fausseté, l'idéalisation, la fiction, le mensonge, la déformation. Et les antivaleurs de la vérité sont, alors éventuellement, le pédagogisme, hein, c'est une œuvre purement pédagogique, le manque d'imagination, éventuellement l'indifférence au style, oui, ça nous fait connaître plein de choses, mais c'est totalement sans aucun style. Hein. Quelquefois le réalisme socialiste, hein, qui a été valorisé pour sa capacité à transmettre quelque chose d'une vérité du travail, mais pas très valorisé du point de vue stylistique, par exemple. Bon. Voilà. Ensuite, une autre valeur que vous n'avez pas mentionnée, mais qui est très présente dans nos évaluations de l'art, c'est l'inspiration. Hein, cette idée que cette œuvre a été produite par un artiste qui a été totalement inspiré. Et c'est une valeur commune au monde de l'art et au monde religieux. Alors on va parler d'un artiste inspiré, d'une œuvre d'une grande spiritualité, d'un art qui touche au sacré. Hein, toutes ces formulations qui vous sont familières et qui renvoient à cette valeur d'inspiration. Les valeurs associées donc sont la spiritualité, la foi, la sacralité, la transcendance. Les dévalorisations correspondantes sont le manque d'inspiration, la trivialité, l'application. Hein. Et puis, il y en a d'autres, hein, je vous en donne que quelques-unes. Et les antivaleurs, l'inspiration peut se muer en délire ou voire en mythe de l'inspiration. Hein. Et là, ça va être une forme de dévalorisation. Et on voit bien comment, dans l'histoire des arts, l'inspiration a pu jouer un rôle plus ou moins important, hein, selon les périodes, selon les genres, etc. Alors, autre valeur que vous n'avez pas mentionnée,
C'est pas fini. Hein. Bon, je vais pas. Il n'y en a pas encore pour 1h30, mais presque. Hein. Bon. La valeur de jeu. Vous êtes pardonné parce que moi j'ai mis très longtemps à l'identifier. Mais quand vous avez des énoncés du type « Oh, qu'est-ce que c'est amusant, quel humour, un artiste d'une grande drôlerie, une formidable capacité de dérision, un jeu avec les limites, le goût de l'expérimentation », ben, tout ça, ce sont des énoncés qui renvoient à la valorisation par le jeu. Hein. Bon. Alors, les dévalorisations, les valeurs associées, donc l'humour, l'expérimentation, l'amusement, le divertissement, le second degré, l'ironie. Les dévalorisations correspondantes sont le sérieux, la rigidité, la tristesse, l'ennui. Et les antivaleurs, eh bien, le jeu peut se renverser en futilité, superficialité, dérision ou cynisme. Hein. Bon. Par exemple, l'imputation de canular, c'est une dévalorisation par l'idée que tout cela ne serait qu'un jeu. Hein, voilà. Alors, évidemment, c'est une valeur qui est centrale dans le théâtre de boulevard, dans le cinéma, dans le hip-hop, par exemple. Bon, mais elle est à peu près absente de l'art classique et de l'art moderne. En revanche, elle est très présente dans l'art contemporain. On ne comprend rien à l'art contemporain si on n'a pas compris que les valeurs fondamentales ne sont plus la beauté et l'authenticité, mais la significativité et le jeu. Et cette idée de l'ironie, du second degré, etc., est une idée absolument fondamentale dans tout l'art contemporain. Alors, vous avez fait référence quand même à une valeur qui intervient beaucoup dans l'évaluation de l'œuvre d'art, qui est la virtuosité. Vous avez parlé de l'habileté technique, hein, on peut renvoyer ça à la question de la virtuosité. Quelle virtuosité, une extraordinaire maîtrise, il se joue de la technique, un artiste qui fait ce qu'il veut, etc. etc. Bon. Donc valeurs associées, la facilité, l'efficacité, l'aisance, le don, etc. Bon. Les dévalorisations correspondantes sont la lourdeur, la maladresse, la difficulté, le manque de technique, le style laborieux. Et les antivaleurs, la virtuosité peut devenir, elle aussi, superficialité, manque de profondeur, désir d'épater. Hein. Il fait ça que par souci de virtuosité, mais en fait, il n'y a rien derrière. Hein. Alors, on sait que la virtuosité est très présente dans l'évaluation de la musique, de l'interprétation musicale, de l'interprétation théâtrale aussi, mais aussi dans l'artisanat, hein, on en a parlé, la technicité, dans le sport aussi. Là, on quitte un peu le monde de l'art, mais voilà. Voilà, donc encore une valeur qui renvoie à l'habileté technique. Hein. Alors, on a parlé tout à l'heure du travail, vous l'avez mentionné, donc le portrait de la valeur travail qui s'oppose à la fois à la virtuosité, au jeu et à l'inspiration. Hein. C'est assez fort, donc au moins là on sent qu'il y a du travail, quel beau travail. Donc c'est les valeurs d'effort, de métier, d'application. Le travail dévalorise l'incompétence, la désinvolture, l'amateurisme, la fumisterie, hein, la fameuse accusation de fumisterie lancée contre les peintres modernes. Et les antivaleurs sont l'application. Il y a du travail, mais qu'est-ce que c'est appliquer ? C'est très laborieux. Hein. Le travail, lorsqu'il devient négativement quelque chose qui marque l'absence d'inspiration, l'absence de spiritualité, par exemple. Hein. Voilà. Et bien sûr, l'art moderne et l'art contemporain sont des cibles privilégiées de l'accusation par manque de travail. Hein. Voilà, ça c'est tout à fait classique. Alors, une valeur qui n'a pas été évoquée et qui est très présente aussi, c'est la valeur de moralité. Alors, cette valeur de moralité peut s'appliquer à la personne de l'artiste lorsqu'il veut fournir un effort, mériter une récompense, etc. Mais évidemment, ça peut aussi s'appliquer aux œuvres elles-mêmes, notamment lorsque ce sont des œuvres jugées comme indécentes ou blasphématoires. Bon. Une œuvre qui nous rend meilleurs, qui élève l'âme, qui incite au bien, qui provoque l'empathie. Bon, beaucoup d'œuvres de la peinture d'histoire dans le paradigme classique sont des œuvres qui se prêtent particulièrement bien à l'attribution d'une valeur de moralité qui nous est devenue assez étrangère en matière d'art, mais qui a été très longtemps fondamentale. Bon.
On a donc comme valeur associée le bien, la bonté, la générosité, la compassion, la décence. Les dévalorisations qui correspondent sont le mal, la méchanceté, l'égoïsme, l'indifférence, la cruauté, l'obscénité, le blasphème. On en a un grand paquet. Mais la moralité peut devenir une antivaleur dès lors que l'on stigmatise le moralisme, la pudibonderie ou la bigoterie. Voilà, et donc on voit bien comment l'art contemporain, dès lors qu'il se donne comme programme une transgression des frontières de l'art tel que le sens commun le conçoit, ou de façon générale transgression des frontières, transgresse aussi des frontières morales et se voit donc régulièrement critiqué par des valeurs morales de genre sur l'indécence, sur etc., le blasphème. Enfin bon, je vous renvoie à mon livre sur les rejets de l'art contemporain où j'ai évidemment donné toute une série d'exemples. Et je crois que j'étais venue il y a 10 ans parler du versant américain de mon enquête sur les rejets de l'art contemporain dans un petit livre qui s'appelle Guerre culturelle et art contemporain, où j'ai comparé les valeurs justement entre la France et les États-Unis lorsque les gens s'indignent à propos d'une œuvre d'art. Alors, on a une valeur qui est proche de la moralité, mais qui n'est pas tout à fait la moralité, qui est la valeur de responsabilité, qui renvoie à quelque chose qui relève de la figure de l'artiste engagé, de l'engagement politique. Par exemple, quand on dit un grand film politique, une fresque patriotique, une incitation au civisme, une dénonciation des crimes de guerre, une dénonciation du colonialisme, on est dans l'idée de l'engagement civique de l'artiste, de sa responsabilité face à la collectivité, donc valeur de civisme, d'engagement, de souci de l'intérêt général. Les dévalorisations sont l'incivisme, l'indifférence, l'irresponsabilité, et les antivaleurs deviennent l'indifférence à l'esthétique. Quelqu'un qui n'est que dans l'art engagé, c'est quelqu'un qui va facilement être accusé de se désintéresser de la forme, du style, du refus de l'art pour l'art. Il va être accusé de subordonner l'art à des enjeux extrinsèques à l'art lui-même, hétéronomes, etc. Bon. Voilà, et donc on a toute la figure de l'avant-gardisme politique qui est devenue assez présent dans le paradigme moderne et très très présent aujourd'hui dans le paradigme contemporain où l'idée d'un art engagé est devenue une idée assez banale. Et donc la valeur de responsabilité a rejoint la valeur de significativité, la valeur de jeu dans le faisceau axiologique de l'art contemporain. Alors, quelqu'un m'a parlé de notoriété, et en effet, la célébrité est une valeur, même si elle nous paraît secondaire, qui joue dans l'appréciation de l'art. Par exemple, c'est un artiste connu, un auteur réputé, une œuvre célèbre, tout le monde la connaît, c'est une star, etc., etc. Bon. Donc, valeur de reconnaissance, de renommée, de gloire, d'honneur aussi. Les dévalorisations correspondantes sont l'anonymat ou l'obscurité, personne n'en a jamais entendu parler. Et les antivaleurs, la célébrité devient quête de reconnaissance, recherche des honneurs, manque d'intériorité, manque de profondeur, souci du qu'en dira-t-on, goût du prestige. Là, vous reconnaissez toutes sortes de dévalorisations que nous utilisons très facilement à propos de tel ou tel artiste. Voilà. Et là aussi, il y a toute une variabilité historique de la pertinence de valeur de la notoriété ou de la célébrité en art, mais je vous passe ça. Pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit un gros livre là-dessus qui s'appelle « De la visibilité » et qui décrit la façon dont au XXe siècle, la notoriété par l'image, la célébrité par l'image, la visibilité donc, est devenue une valeur massive et majeure, notamment pour les artistes interprètes et non plus les artistes créateurs tels qu'on les a vus émerger au XIXe siècle. Et puis, dernière valeur qui intervient, non la moindre, dans l'évaluation des œuvres d'art, c'est leur coût. Ce qu'on peut appeler la cherté, si on garde un suffixe en T. J'ai essayé au maximum de garder des suffixes en T pour qualifier ces principes axiologiques, parce que c'est vrai que très souvent, dans notre culture, l'honnêteté, la moralité, la beauté, l'authenticité, etc., ont un suffixe en T. Pas toutes, mais
Voilà, j'ai essayé au maximum. Donc la cherté, qui est un vieux mot, mais peut remplacer le coût comme valeur. Et on trouve cette valeur dans des énoncés du type « c'est une œuvre qui vaut très cher »,« un réalisateur qui peut rapporter beaucoup d'argent », etc. etc. Les valeurs associées, l'argent, la richesse, la fortune, le sens du négoce. Et puis, les dévalorisations correspondantes sont la pauvreté, le faible prix, et les antivaleurs, la spéculation, le manque de désintéressement, le goût du luxe, la marchandise. Le coût devient une antivaleur dès lors qu'on fait l'hypothèse que l'artiste n'a créé que pour gagner de l'argent. Voilà. Et donc, c'est par excellence la valeur la plus hétéronome, celle qui est la plus loin des valeurs spécifiques du monde de l'art, raison pour laquelle elle est souvent très problématique, et vous savez à quel point le fait d'invoquer le prix des œuvres est une façon d'étayer des formes de dévalorisation. Aujourd'hui, une bonne partie des opposants à l'art contemporain estiment que l'art est devenu un art financier, une bulle spéculative, qu'il n'est mis en œuvre par les artistes et apprécié par les amateurs que pour des raisons financières. Et ce qui, dans le monde de l'entreprise, serait un argument parfaitement légitime, on crée de la richesse pour créer de la richesse, eh bien, dans le monde de l'art, devient une antivaleur. Et voilà, c'est parce que c'est une valeur très hétéronome, très loin du monde spécifique de l'art. Donc voilà un certain nombre de portraits de valeur. Il y en a peut-être d'autres, mais bon, voilà. J'avais organisé avec 2 collègues en 2012 un colloque à l'école des hautes études en sciences sociales auquel nous avions donné le titre « Par-delà le beau et le laid, les valeurs de l'art ». C'était l'idée que la beauté est loin d'être la seule valeur pertinente en matière d'art, que toutes sortes d'autres valeurs interviennent. Et on avait fait venir des spécialistes de différentes disciplines pour parler de ces différentes valeurs. Et ça a donné un livre qui s'intitule « Par-delà le beau et le laid, les valeurs de l'art ». Voilà, si ça vous intéresse. Alors maintenant, je vais passer... Est-ce que j'ai encore combien de temps à peu près ? Ah non, moi non. Si je prends encore un quart d'heure, c'est bon. Alors, je me suis aperçue que spontanément, nous associons certaines de ces valeurs dans des mêmes familles de valeurs, ce que j'ai appelé des registres de valeurs, des catégories de valeurs qui se ressemblent et qui font que entre registres, c'est très facile de trouver à l'intérieur d'un même registre de trouver des équivalences, mais passer d'un registre à l'autre peut être très difficile. Et donc, à partir de l'observation de ces jugements de valeur dans différentes situations, j'ai construit une typologie de registres de valeurs. Pour le moment, j'en ai trouvé 16. Alors, ça peut bouger parce que d'autres terrains en apporteront peut-être d'autres. Mais voilà, dans l'état actuel de mes réflexions, je vais donc vous donner la liste par ordre alphabétique du nom du registre. Donc, le premier registre que j'ai appelé esthésique avec un A-A-E-S, ça renvoie à l'aesthésis grecque, c'est-à-dire tout ce qui relève de la sensation. Et donc, nous retrouvons ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la valeur de plaisir, la gourmandise, la sensorialité, la sensualité, etc. Nous avons également le registre, on n'en a pas parlé parce qu'il n'est pas très présent dans l'évaluation de l'art, le registre affectif, bien que on l'ait un petit peu trouvé avec l'émotion tout à l'heure. Il s'agit de l'attachement, de l'émotion, de l'amour, de la tendresse, de la sensibilité. Par exemple, des jugements de valeur sur des piétas, sur des vierges à l'enfant pourront faire intervenir tout l'amour que l'on sent chez cette mère pour son enfant, par exemple. Et ça va devenir un jugement de valeur au nom du registre affectif. Ensuite, on a ce registre civique dont je vous ai parlé à propos de la responsabilité, le patriotisme, le souci de l'intérêt général, l'engagement, etc., etc. Qui est un registre très important dès lors qu'il s'agit du bien commun et qui est évidemment très présent en politique. Là, je suis en train d'aller bien au-delà de la question de l'art, pour vous montrer comment cette question de l'axiologie des œuvres d'art est prise dans une grammaire axiologique beaucoup plus générale. Le registre domestique, on n'en a pas parlé, mais c'est celui des valeurs de proximité, de présence, de lien, d'entraide, de protection, pas très présent dans l'art, mais très présent dans d'autres domaines.
Le registre économique, on en a parlé à propos du coût, de la cherté, du juste prix, un registre très important. Le registre épistémique, qui est celui qui gouverne les valeurs de vérité, de connaissance, de savoir. On en a parlé tout à l'heure à propos de la vérité des œuvres, mais qui est particulièrement important ici, là, à l'université, dans le domaine scientifique. C'est notre registre fondamental dès lors que nous sommes en situation de produire et de transmettre du savoir. Le registre esthétique, bien sûr, celui de la beauté, de l'art, donc fondamental dans le domaine artistique. Le registre éthique, on en a parlé à propos de la moralité, de la fraternité, de la charité, la sollicitude, la décence, le respect. C'est un registre d'une extrême polysémie. Le registre éthique, c'est tout ce qui relève du souci de ne pas blesser autrui. Et on a toutes sortes de façons de ne pas blesser autrui. On a aussi, il intervient parfois, à propos des œuvres d'art, mais quand même pas beaucoup, le registre fonctionnel de l'utilité, de la commodité, de la sécurité. Par exemple, ce tableau, il ferait très bien au-dessus du canapé parce qu'il y a un trou justement dans le mur et donc ça permettrait de le cacher. Bon, voilà une façon d'évaluer la valeur d'une œuvre dans un contexte très privé. Le registre que j'ai appelé herméneutique, c'est celui, donc, vous vous souvenez, du sens, de la significativité, de tout ce qui peut donner prise à une interprétation, à une recherche de sens. Est très important, je vous l'ai dit, mais pas seulement dans le domaine de l'art. Dans beaucoup d'autres, tout le domaine, par exemple, de la théologie est évidemment un domaine imbibé d'herméneutique. Alors, on n'en a pas parlé, mais le registre juridique, c'est celui de la légalité, de la conformité au règlement. En architecture, ça peut être très important. On peut dire, c'est un bâtiment magnifique, mais malheureusement, il n'est pas conforme aux normes de sécurité. Bon, voilà, façon d'utiliser le registre juridique. Le registre ludique, je vous en ai parlé à propos des valeurs de jeu, d'humour, de distanciation, d'exploration, d'expérimentation. Bon, un registre aussi très important. Le registre mystique, qui est celui de la spiritualité, de la foi, de la sacralité. On en a parlé à propos de l'inspiration, évidemment très présent dans le domaine religieux, mais pas que dans le domaine religieux. Le registre que j'ai appelé, alors, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai beaucoup hésité pour qualifier ce qui relève de l'authenticité. Je l'ai appelé le registre pur parce qu'on est vraiment dans l'idée de la pureté, de l'intégrité, de l'authenticité, donc de la sincérité, mais aussi de la propreté. La propreté, c'est l'intégrité du lien entre l'objet et son état d'origine. Bon. Et dans le domaine écologique, par exemple, aujourd'hui, le registre pur de l'authenticité ou de l'intégrité est absolument fondamental. J'ai également le registre que j'ai appelé, c'est pas très joli, mais il fallait bien trouver un adjectif, réputationnel, pour tout ce qui relève de la notoriété, de la célébrité, du renom, de la réputation, de l'honneur, de la visibilité. On l'a vu à propos de la notoriété. Et dernier registre technique, celui de la virtuosité, de la performance, de l'efficacité, de l'habileté, etc., etc. D'accord ? Si jamais vous trouvez des valeurs qui n'entrent pas dans ces registres, vous pouvez m'écrire, mais je vais tout de suite vous expliquer qu'il y en a 4 fondamentales dont je vais vous parler maintenant, qui n'entrent dans aucun de ces registres, tout simplement parce qu'elles marchent avec tous ces registres. Elles sont, si on peut dire, orthogonales à ces différents registres. Elles ne sont pas spécifiques d'un des registres, elles sont applicables à ces différents registres, au sens où ce sont des valeurs qui amplifient d'autres valeurs. Et c'est pour ça que je les ai appelés des amplificateurs de valeurs. Et ces amplificateurs sont, on en a parlé tout à l'heure, quelqu'un a parlé de l'originalité. L'originalité, la singularité, c'est quelque chose que nous pouvons mettre en œuvre à propos de toutes sortes de valeurs, pas forcément la valeur de beauté. Et donc, c'est vraiment une façon d'amplifier la qualité d'un objet, d'une personne, etc. Également, nous pouvons, on l'a vu, qualifier un objet, non pas par son originalité, mais au contraire par son ancienneté. Non pas par sa nouveauté, disons, mais par son ancienneté. On l'a vu avec le patrimoine, la valeur d'ancienneté est une valeur fondamentale en matière de patrimoine, et c'est quelque chose, là encore, qui peut s'appliquer à toutes sortes d'objets.
on a également la valeur de rareté, qui là encore amplifie toutes sortes d'autres valeurs, et qui joue notamment dans le patrimoine, mais dans les objets de collection. Bon. Et puis, au contraire de la rareté, la valeur d'universalité, le fait que une valeur a sa force, a sa pertinence dans des contextes extrêmement différents, et notamment des contextes spatiaux. Alors, si on regarde de près ces amplificateurs, on voit que la rareté et l'universalité sont, si l'on peut dire, des amplificateurs dans l'espace. C'est-à-dire que rare, c'est juste à un point, universel, au contraire, c'est partout. Et sont deux valeurs opposées. C'est vraiment le contraire, rareté, universalité. Et par ailleurs, l'ancienneté ou la pérennité s'oppose à la nouveauté ou à l'originalité, non plus dans l'espace, mais dans le temps. C'est-à-dire ce sont des amplificateurs dans le temps. La pérennité, c'est ce qui dure, c'est ce qui est très ancien et qui est ce qui va durer bien au-delà de, voilà, et du présent. Et la nouveauté, c'est au contraire ce qui surgit et qui n'a jamais eu lieu. Donc on est bien là encore dans un amplificateur dans le temps. Donc on a deux couples, un dans l'espace, un dans le temps, qui sont des couples opposés. Et c'est pour ça aussi que je les ai appelés des valeurs cardinales. C'est comme les 4 points cardinaux. Et j'ai retrouvé en constatant... Parce qu'en fait, je me retrouvais tout le temps avec ces 4 valeurs, mais je ne savais pas quoi en faire parce que je n'arrivais pas à les mettre dans un registre. Elles marchaient avec beaucoup de registres. Et donc, du coup, j'en ai conclu qu'elles avaient un statut différent, un statut spécifique. C'est pour ça que je les ai mises à part. Et j'ai retrouvé, en les observant, ce que j'avais mis en place dès mon premier livre, dès La gloire de Van Gogh, dans ce que j'ai appelé 2 régimes de qualification, le régime de communauté et le régime de singularité. En travaillant sur la gloire de Van Gogh, j'ai réalisé que ce qui s'est passé avec Van Gogh, mais aussi avec tout l'art moderne, c'est un basculement qui a fait qu'auparavant, on considérait a priori comme valable, intéressant, tout ce qui était commun, partagé, conventionnel, standardisé. La peinture académique est typique de ce type de qualification. Avec l'art moderne, et notamment la figure de Van Gogh, on va au contraire juger a priori intéressant tout ce qui est singulier, unique, nouveau, original, hors du commun. Bon. Et c'est vraiment un basculement fondamental pour comprendre l'évolution de l'art, mais bien au-delà de l'art aussi d'autres domaines. Et lorsqu'on observe le fonctionnement de ces amplificateurs de valeur à la lumière de ces 2 grands régimes de qualification, régime de communauté, régime de singularité, eh bien on voit que la pérennité et l'universalité sont des amplificateurs en régime de communauté, l'un pour le temps, l'autre pour l'espace, alors que la rareté et la nouveauté sont des amplificateurs de valeur en régime de singularité, l'un pour l'espace, l'autre pour le temps. Vous voyez, j'ai fait dans le livre un tableau à double entrée, on croise et on voit très bien comment ça fonctionne. Espace-temps d'un côté, régime de singularité, régime de communauté de l'autre, et on voit comment fonctionne cette grammaire des amplificateurs de valeur. Et on retrouve des propriétés que certains d'entre vous ont proposées tout à l'heure, notamment l'originalité comme facteur de valorisation. Donc vous voyez comment s'opère cette architecture de la grammaire axiologique depuis le nombre incalculable de prises offertes par les objets, le grand nombre de critères que nous avons en tête pour utiliser ces prises pour qualifier nos objets, un peu moins grand nombre de valeurs qui sont à notre disposition pour faire de ces critères des arguments de valorisation ou de dévalorisation, les familles ou registres de valeurs dans lesquels s'inscrivent ces nombreuses valeurs, donc pour le moment 16, les 4 amplificateurs de valeurs et les 2 régimes de qualification. C'est une pyramide très structurée et à l'aide de ce modèle, on peut analyser toutes sortes
de situations d'évaluation et notamment toutes sortes de controverses. J'ai passé beaucoup de temps à travailler sur les controverses à propos de la corrida qui sont un magnifique exemple d'affrontement récurrent entre le registre esthétique et le registre éthique, avec d'autres registres secondaires que vous verrez ça dans le livre. Et donc, c'est vraiment un outil de modélisation des controverses que je trouve, pour ma part, extrêmement éclairant. Et c'est donc ce que j'ai voulu proposer dans ce livre. Et c'est comme ça donc qu'on réalise l'extraordinaire pluralité des valeurs, mais en même temps le fait qu'elles sont tout à fait structurées, qu'on ne peut pas les utiliser n'importe comment. Elles sont exactement comme la grammaire de notre langue. Nous avons à notre disposition un très grand nombre de mots, mais il y a des règles implicites qui font que nous ne pouvons pas les utiliser n'importe comment. Nous devons suivre des règles. Ben, c'est la même chose avec la grammaire axiologique. Il y a des règles implicites de mise en œuvre des valeurs que nous connaissons, que nous maîtrisons plus ou moins bien, mais qui n'ont jamais été mises en évidence. Et c'est cette mise en évidence, cette explicitation des règles de fonctionnement de nos jugements de valeur que j'ai essayé de proposer et pour lesquels, évidemment, la question des œuvres d'art est extraordinairement heuristique. C'est un très, très bon objet, me semble-t-il, pour observer comment fonctionnent ces jugements de valeur. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici, parce que je vous ai quand même beaucoup, beaucoup assoné de choses. Et on peut discuter maintenant, si vous voulez. Voilà. Merci.